Bonjour, donc d'abord merci de cette invitation. Je dois dire que le point commun que j'ai avec l'exposé précédent, c'est la mesure du D/H et que je fais plutôt dans les glaces polaires. Donc vous me faites sortir de ma zone de confort parce que je travaille surtout sur l'évolution du climat, mais pas les aspects humains. Et donc dans ma compréhension du terme habitabilité, j'ai décidé de le centrer sur l'espèce humaine moderne, donc sapiens. Et donc je vais essayer de décliner ça à travers le temps, depuis les premières migrations de l'homme moderne hors d'Afrique, le contexte climatique qui a donné lieu à l'émergence de notre espèce et qui lui a permis de coloniser tous les continents. Je ferai quelques réflexions personnelles sur l'habitabilité en zone extrême à partir de l'exemple du sud du Groenland. Et puis je présenterai quelques résultats autour de l'évolution future du climat, avec cette réflexion sur l'Anthropocène, c'est-à-dire cette période pour laquelle les activités humaines ont un impact global en termes d'environnement. Donc en pensant à l'habitabilité au sens Homo sapiens, j'ai commencé par prendre un certain nombre d'illustrations d'un numéro spécial de Nature du printemps dernier sur la colonisation des différents continents par l'homme moderne, qui reprend à peu près l'état des connaissances actuelles sur, en fonction du temps qui est sur l'axe vertical ici, 2 millions d'années vers l'actuel en haut, les différentes espèces préhumaines, et puis donc la branche Homo sapiens qui apparaît sur la droite de ce graphique, où vous voyez donc une émergence il y a peut-être 200 000 ans, et puis donc une forte expansion démographique au cours des dernières glaciations. Alors je vais l'illustrer un petit peu plus précisément, donc à l'échelle, disons, du dernier million d'années. Je vais vous montrer donc les variations glaciaires interglaciaires telles qu'on les déduit de l'analyse du deutérium des glaces antarctiques, mais aussi en termes de climat global. À cette échelle de temps-là, le climat réagit principalement aux variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil, avec des amplificateurs majeurs que sont l'extension des glaces, d'une part, et leurs propriétés réfléchissantes, et puis d'autre part, les variations du cycle du carbone, qui en fait jouent sur l'effet de serre de l'atmosphère. Je présenterai brièvement ce qu'on comprend des instabilités rapides du climat glaciaire, puisque c'est une période de variabilité extrêmement brutale et qui correspond à la conquête des continents. Je reparlerai donc du sud du Groenland, ensuite quelques réflexions sur démographie, énergie et climat, et puis la notion d'habitabilité sur une planète à 7 milliards d'humains aujourd'hui et probablement 9 demain. Donc l'habitabilité au sens Homo sapiens, quel a été le contexte climatique de l'émergence de notre espèce. Vous avez le temps en milliers d'années, donc 800 000 ans avant le climat actuel, 0 l'actuel. Et ces différentes courbes sont issues de différents indicateurs paléoclimatiques et de calculs astronomiques. Je présente ici l'ensoleillement d'été dans l'hémisphère nord, qui est le moteur des grandes glaciations. Pour faire simple, pour que le climat bascule dans un climat glaciaire, il faut que la neige accumulée l'été à nos latitudes l'hiver à nos latitudes sur les continents de l'hémisphère nord ne fonde pas l'été. Donc ce sont les minima d'ensoleillement d'été dans l'hémisphère nord qui sont un prérequis pour que le climat bascule entre une phase interglaciaire chaude et une phase glaciaire. Ces bascules s'accompagnent de changements de température globale, de température antarctique, et vous avez là les 800 000 ans d'enregistrement du forage Epica au dôme C en Antarctique, de variations de niveau des mers qui reflètent l'englacement sur les continents, de variations de teneur atmosphérique en dioxyde de carbone ou en méthane, qui reflètent ici essentiellement le cycle du carbone océanique, avec un océan glaciaire qui va séquestrer du CO2 et un océan chaud qui va le relarguer vers l'atmosphère. Quant aux variations de méthane, elles reflètent essentiellement la production de ce gaz dans les zones marécageuses, des tropiques ou des hautes latitudes. En gros, le message est le suivant. En climat glaciaire, on a un refroidissement assez modéré du côté des tropiques, beaucoup plus fort du côté des pôles, par les mécanismes d'amplification, par la présence de banquises, de neige, etc. En climat chaud, prenons le dernier épisode le plus chaud en Antarctique. Donc globalement, il correspond à un climat plus chaud que le pré-industriel, en particulier sur les continents de l'hémisphère nord. Et on a en fait une mémoire
par l'océan, par les glaces, par la végétation, des changements simplement saisonniers d'ensoleillement, donc le climat en fait produit une réponse annuelle par rapport à des changements qui sont finalement principalement saisonniers. Et en fait, en température globale, cette anomalie-là, c'est 1 à 2 degrés de plus que l'actuel. Et un climat glaciaire, c'est de l'ordre de 4 à 6 degrés de moins que le climat actuel. Et ces variations se font relativement graduellement en plusieurs milliers d'années. Donc, l'espèce humaine moderne est apparue il y a peut-être 200 000 ans en Afrique, dans un contexte glaciaire, donc de climat plutôt sec, y compris dans les tropiques. L'homme moderne donc, a commencé à sortir d'Afrique vers le Proche-Orient vers environ 125 000 ans, pendant cette période interglaciaire, un peu plus chaude dans l'hémisphère nord, avec des moussons plus intenses dans les régions tropicales, un niveau des mers de l'ordre de 4 à 6 mètres, peut-être même plus, au-dessus du niveau actuel. Et puis la conquête des continents, elle s'est faite pendant cette phase glaciaire, où quand on regarde ce qui se passe en Antarctique, on n'a qu'une vision partielle de la variabilité rapide du climat, qui est particulièrement importante dans l'hémisphère nord. Alors je zoome sur maintenant l'évolution des températures au Groenland, que je vais utiliser comme un indice du climat dans l'hémisphère nord. Donc encore une fois, vous avez cette fois-ci les derniers 130 000 ans. Vous avez encore une fois l'évolution de l'ensoleillement d'été. Vous voyez bien que c'est un des moteurs clés de la variabilité du climat à l'échelle de 10-20 000 ans. Vous avez là un indicateur à travers l'oxygène 18 des variations de température au Groenland. Donc vous voyez une entrée en glaciation graduelle qui prend plusieurs milliers d'années. Et puis assez rapidement la mise en place d'une variabilité brutale. Brutale au sens qu'on a des anomalies de température localement de 8 à 16 degrés qui se produisent en quelques dizaines d'années, donc à l'échelle de générations humaines. Ces instabilités-ci ne sont pas liées à des variations de la composition atmosphérique ou de l'orbite terrestre. Elles sont liées à des réorganisations du transport de chaleur par les courants marins dans l'Atlantique du Nord. Donc cette boucle de circulation avec des courants chauds de surface et des courants froids de profondeur, elle est sensible à la densité de l'eau de mer, à sa salinité, et elle présente un certain nombre de 25 instabilités lors de la dernière glaciation. Les phases froides au Groenland correspondent en fait à des phases chaudes en Antarctique. On a une bascule entre hémisphères par la redistribution de chaleur par les courants marins, et elles correspondent aussi à des mouvements de la zone de précipitation intertropicale entre les deux hémisphères. Donc pour faire simple, quand il fait froid au Groenland, on a des moussons faibles sur les continents de l'hémisphère nord et puis par contre plus fortes du côté de l'hémisphère sud. Donc cette courbe que je vous présente là, elle ne reflète pas directement le climat dans toutes les régions, mais les variations du climat dans l'ensemble des régions ressemblent en fait à ce qu'on peut enregistrer au Groenland. Alors, la conquête des continents vers l'Est. Donc on a l'homme moderne qui commence à sortir d'Afrique et qui se dirige vers l'Asie. Ce sont les derniers travaux de datation archéologique, mais aussi génétique, qui permettent de tracer en fait cette conquête des continents. Et vous voyez qu'elle se décline entre un climat interglaciaire chaud et le début d'un climat glaciaire avec la mise en place d'instabilités très fortes et donc des conditions parfois hyper arides sur ces continents de l'hémisphère nord, dans les zones de mousson en particulier. Qu'est-ce que ça nous montre? Je pense que ça nous montre la formidable capacité d'adaptation de notre espèce. Et cette conquête des continents, elle s'est accompagnée en fait de ruptures technologiques successives dans les techniques de chasse en particulier. Si on continue en fait cette histoire de la conquête des continents et qu'on se dirige vers l'Europe, vous avez là en fait une révision des dates d'installation de l'homme moderne par rapport en particulier aux traces culturelles laissées dans les grottes ornées, parfois qui avaient été attribuées à Néandertal et qu'on revoit comme étant en fait pour certaines des dates anciennes liées à l'installation et à l'invasion finalement de l'homme moderne. Et donc vous voyez que cette installation maintenant elle est datée autour de 40 000 ans et donc on est dans une des phases d'instabilité les plus fréquentes du climat de l'hémisphère nord. Ces variations-là en Europe, elles se traduisent par des bouleversements des écosystèmes avec une succession de paysages de type toundra ou forêt à l'échelle de quelques générations. Et ce sont les enregistrements des pollens qui nous témoignent de ces bouleversements des écosystèmes et donc des ressources pour les humains. Et puis l'installation vers l'Amérique elle est un peu plus tardive. Les humains tirent parti du niveau des mers qui est encore bas, qui permet de passer à pied
en fait, de l'Asie vers l'Amérique du Nord. Et en fait, au moment de la dernière déglaciation, vers 16 000, 14 000 ans, on a en fait les dates les plus anciennes d'installation de l'homme moderne de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud et qui correspondent en fait aux dernières instabilités lors de la dernière déglaciation. Et sur ce graphique-là, ce que vous pouvez immédiatement en déduire également, c'est que la sédentarisation, le développement des grandes civilisations se sont faits dans une période de climat relativement stable au cours des derniers 11 000 ans. Donc un climat marqué par des petites variations régionales, mais en termes de température remarquablement stable à grande échelle. Donc si on zoome sur le Groenland, et j'aime bien cet exemple-là parce que c'est un peu une zone limite pour la survie humaine vers les pôles. Donc on zoome sur les derniers 10 000 ans, on a ici une estimation des changements de température. Vous avez en rouge les différentes phases de colonisation pré-inuit, donc des peuples nomades dont on a peu de traces, et qui ont démarré il y a à peu près 6 000 ans avant la période actuelle et qui se sont succédés. Dans la période médiévale, vers les années 980, vous avez des vikings violents chassés d'Islande qui cherchent à conquérir de nouvelles terres. Et donc la colonisation viking au sud du Groenland, avec peut-être une population d'à peu près 5000 agriculteurs, éleveurs. Vous voyez ici un exemple de ruines de fermes vikings. Et ce qui est remarquable, c'est que toutes les zones cultivables, un peu abritées par des tempêtes, avec un sol suffisant, ont été cultivées à cette époque-là. Sur cette même zone, aujourd'hui, on élève à peu près 20 000 moutons. Et on a des fermes en agriculture intensive maintenant, ça a recommencé au début du XXe siècle. Et on a actuellement une cinquantaine de fermes sur les mêmes territoires qui avaient été en fait occupés pendant la période médiévale. Et vous voyez donc que le réchauffement du XXe siècle, finalement, interrompt ce graduel refroidissement qui était lié au changement d'orbite terrestre. Donc on a une rupture sur le climat arctique, on l'a aussi sur le climat global. On a récemment des événements exceptionnels, l'été 2010, l'été 2012 au Groenland, plusieurs écarts types au-dessus des températures du XXe siècle. On retrouve en fait des niveaux de température qui étaient ceux d'il y a peut-être 6000 ans dans ce secteur-là. Et la dernière remarque que je veux faire, c'est une projection sur l'évolution future du climat. Donc selon différents scénarios de rejet de gaz à effet de serre, on peut regarder localement quels seraient les impacts. Et du côté du sud du Groenland, on peut s'attendre à un réchauffement qui pourrait être de l'ordre de 5 degrés en 100 ans. Et c'est quelque chose qui est sans commune mesure avec les variations des derniers 10 000 ans. Par rapport à la longue histoire du climat au Groenland, ce réchauffement-là, c'est quelque chose qui serait abrupt. Cela étant, ça ouvre plutôt des perspectives d'opportunités par rapport, par exemple, au développement, à la poursuite du développement de cette petite activité agricole qui est en fait très marginale par rapport à l'ensemble des activités humaines au Groenland actuellement. Alors comment la population mondiale a évolué depuis la fin de la dernière glaciation? Donc on estime qu'on avait à peu près 5 millions de personnes à la fin de cette glaciation. On a eu une augmentation lente avec l'émergence d'une organisation, d'une activité agricole structurée, du commerce. Et donc au moment de la période médiévale, peut-être 400 millions d'habitants sur cette terre. Et la vraie rupture, elle est avec la période industrielle, avec finalement, je pense, nos méthodes ancestrales de prédation qui se sont davantage tournées vers l'exploitation des énergies fossiles. Et donc une première rupture avec l'utilisation du charbon, puis dans les années 1950 avec l'utilisation du pétrole et du gaz. Et donc nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'humains, et quoi qu'il se passe sur le climat de la Terre, on n'a pas d'analogue en termes de pression démographique quand on regarde vers le passé. Donc je vous ai parlé d'évolution de la consommation d'énergie. Elle est ici représentée entre les années 1820 et 2010. Donc vous avez l'augmentation progressive de la consommation de charbon qui est repartie à la hausse depuis les années 2000, et c'est le moteur de l'économie chinoise en particulier, où nous avons délocalisé une partie de notre activité industrielle. Une augmentation depuis les années 50-60 de la consommation de pétrole, de gaz, et même ramené à cette démographie qui a augmenté, une forte augmentation de la consommation d'énergie par personne en moyenne. Cette évolution de la consommation d'énergie se traduit par des rejets extrêmement importants de gaz à effet de serre, qui sont ici présentés en zoom sur la période des derniers 50 ans.
Donc la courbe noire vous montre qu'est-ce qui a finalement heurté l'augmentation de notre consommation d'énergie et des rejets de gaz à effet de serre. Les chocs pétroliers, l'effondrement de l'Union soviétique, certaines crises financières. Et vous voyez que la crise financière et économique des dernières années a finalement eu peu d'impact sur l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre qui ont accéléré à partir des années 2000 par rapport à leur rythme précédent. Et le deuxième constat, c'est un constat sur la relation entre notre économie, la production de richesse, et les rejets de gaz à effet de serre. On a eu en fait des gains continus en efficacité énergétique au cours du temps, mais depuis les années 2000, on a une forme de stagnation, c'est-à-dire qu'on rejette en fait à peu près autant de CO2 par quantité de richesse produite, et c'est lié en particulier à l'utilisation du charbon qui est extrêmement polluant en termes de CO2 par énergie produite. Alors cette expérience grandeur nature que nous faisons sur le climat parle d'une perturbation très profonde de la composition atmosphérique. On a doublé la teneur en méthane par rapport au niveau naturel du dernier million d'années. On a augmenté d'à peu près 30% la teneur en dioxyde de carbone. Elle se traduit par un réchauffement du climat. Et vous avez ici les 4 groupes qui travaillent sur l'estimation de la température moyenne à la surface de la Terre. C'est une variable qui cristallise beaucoup de critiques. C'est une variable qui a un sens d'un point de vue purement thermodynamique, sur l'équilibre radiatif finalement du climat terrestre. Et c'est également une variable qui est simple et qui nous permet de relier à une grandeur donnée, disons un certain nombre de conséquences régionales. Donc vous voyez ce réchauffement qui est très net. Une première vague au début du XXe siècle, un plateau, et une deuxième vague de réchauffement à partir des années 1960. On peut également observer, par exemple par mesure spatiale, des changements tout à fait spectaculaires, par exemple en Arctique. Ce que vous voyez apparaître en bleu, ce sont les zones qui étaient couvertes de banquises, qui deviennent de l'océan libre, ouvert à la navigation, par exemple. Le retrait de la banquise a été particulièrement spectaculaire cet été, au mois de septembre dernier. Et vous avez en fait ce verdissement de l'Arctique. Je vous en ai un petit peu parlé pour le sud du Groenland tout à l'heure. Mais on voit une augmentation de l'activité, de la photosynthèse, de la croissance de la végétation sur tous les continents autour de l'Arctique. Et j'utilise cette image pour mentionner le mélange d'opportunités et de vulnérabilité par rapport à un climat qui change. Donc l'opportunité sur de nouvelles frontières qui s'ouvrent vers le Grand Nord, et les vulnérabilités parce qu'évidemment, parler d'habitabilité pour les ours polaires, c'est pas la même chose que parler d'habitabilité pour le moustique tigre. Et on conçoit évidemment qu'un climat qui change, c'est un climat qui va bouleverser les écosystèmes et certains modes de vie. Alors qu'est-ce qui fait varier le climat? Et qu'est-ce qui le fera varier à l'avenir? Donc ce que je présente là, c'est le travail d'une astrophysicienne américaine, Judith Lin, qui est finalement une approche statistique la plus simple pour décomposer la température, l'évolution de la température moyenne globale comme une somme de 4 facteurs. Donc l'idée est que chaque facteur a un effet sur le bilan radiatif terrestre ou directement sur la température à la surface, que le climat il a une certaine sensibilité, c'est-à-dire une réponse proportionnelle en température par rapport aux perturbations radiatives. Et donc cette décomposition vous montre l'attribution du changement de température à la variabilité interne du couple océan-atmosphère à travers les événements qu'on appelle El Niño ou La Niña. Et vous voyez par exemple dans les années 80 ou 90 des événements El Niño très forts qui se sont marqués par des pics de la température moyenne à la surface de la Terre. Vous les voyez ici et là. Mais on n'a pas de tendance sur le long terme de cette activité interne et donc ça ne peut pas expliquer le réchauffement récent. On peut également regarder l'activité volcanique, c'est une photo de l'éruption du Pinatubo, donc ces particules émises dans la haute atmosphère ont une durée de vie de 1-2 ans et elles jouent un effet, pour faire simple, parasol sur l'ensoleillement et donc elles ont un effet de refroidissement sur une durée assez brève. Et on voit qu'on a une activité volcanique assez faible au milieu du XXe siècle mais plutôt plus élevée que la moyenne sur les derniers 50 ans, donc l'activité volcanique à elle seule aurait fait un léger refroidissement. On peut également regarder l'activité du Soleil avec les cycles de 11 ans et les cycles un peu plus longs. Et vous voyez que cette activité du Soleil, elle a augmenté au début du XXe siècle et elle est en fait très stable depuis les années 1950. Et donc elle ne peut que expliquer une partie du début du réchauffement, mais pas la fin. Et enfin, le dernier terme, c'est la somme des facteurs anthropiques qui sont liés à l'usage des sols, déforestation, agriculture, urbanisation,
qui changent les propriétés réfléchissantes des sols. Elles sont liées au rejet de particules de pollution, qui ont un effet refroidissant. Et enfin, elles sont liées au rejet de gaz à effet de serre que j'ai mentionné précédemment. Et on voit qu'on a un poids assez faible des activités humaines au début du XXe siècle, donc qui se superposent à l'augmentation de l'activité du Soleil pour expliquer le réchauffement observé. Et que depuis les années, en gros, 70, le milieu des années 70, on a un poids qui est en fait devenu déterminant des activités humaines sur l'évolution de la température mondiale. Cette expérience grandeur nature, elle se traduit par un changement du climat moyen, mais elle se traduit aussi par un changement dans la variabilité du climat. Et c'est ce qui est illustré sur ce graphique-là. Alors ce graphique, il vous montre la distribution des températures d'été sur les continents de l'hémisphère nord. Donc en chaque point de gris, par exemple Paris, 0 c'est la normale des températures d'été entre 51 et 80, et c'est normalisé par rapport à l'écart type local de la température. Cette normalisation est importante parce qu'évidemment, la température d'une année à l'autre est beaucoup plus variable près du pôle que près de l'équateur. Donc en fait, on a normalisé par rapport à une même distribution. Donc cette distribution de référence, elle est en vert sur les graphiques suivants. Et on peut regarder, décennie par décennie, l'évolution de la distribution de probabilité de la température d'été. Et vous voyez qu'on a un décalage de la valeur moyenne, ça se réchauffe, et ça se réchauffe plus sur les continents que sur les océans. Et on a en fait un aplatissement de cette distribution. Quelle en est la conclusion ? Un événement 2 écarts types au-dessus de la normale était quelque chose avec un taux de récurrence assez modeste pour la génération de mes parents, pour faire simple. Et pour le climat actuel, la dernière décennie, le même type d'événement a une probabilité d'occurrence de 1 année sur 3. Et on voit en fait apparaître des événements de vagues de chaleur extrêmement intenses, 4 écarts types au-dessus des normales, qui sont beaucoup plus fréquents. L'été 2003 en France, l'été 2010 en Russie, l'été 2012 dans les grandes plaines américaines sont des exemples particulièrement spectaculaires de ce changement de variabilité. Et je choisis délibérément ces 3 exemples. Pourquoi ? Parce que ces vagues de chaleur, elles ont eu des effets extrêmement importants sur la capacité de production agricole. L'effet sécheresse et vagues de chaleur, dans beaucoup de régions, a anéanti les progrès technologiques sur les gains de rendement agricole. Quel climat pour l'avenir ? L'évolution du climat, elle va dépendre de nos rejets de gaz à effet de serre, au premier ordre. Elle va aussi dépendre de l'occurrence d'éruptions volcaniques et puis de l'activité du Soleil. Mais vu l'ampleur de la perturbation anthropique, au premier ordre, elle va surtout dépendre des rejets de gaz à effet de serre, passés et présents. Ensuite, donc si on élabore différents scénarios de ces perturbations radiatives, on peut imaginer un scénario où on arrête tout intellectuellement. Si on rejetait plus de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui se passerait ? Et vous voyez qu'en fait, on aurait encore un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré, simplement par le fait que le climat aujourd'hui n'est pas à l'équilibre avec la composition de l'atmosphère. Donc ça, c'est le temps de réaction, en particulier de l'océan. Si en fait on agit très vite, d'ici 5 ans, pour maîtriser les rejets de gaz à effet de serre, on peut imaginer d'aller vers une stabilisation puis une diminution de nos rejets avant la fin de ce siècle. Dans ce cas-là, on irait vers un doublement de la teneur en CO2 atmosphérique et un réchauffement qui serait de l'ordre de 2 degrés globalement. Et ça se traduirait évidemment par un réchauffement plus marqué sur les continents que les océans, et encore une fois très marqué près des pôles. Si on continue comme aujourd'hui, donc à utiliser l'énergie fossile la plus abondante, et on est dans un monde où le paysage énergétique est en bouleversement, l'exploitation des ressources non conventionnelles, de pétrole ou de gaz, a fait chuter par exemple le prix des énergies fossiles aux États-Unis. Donc on est dans un monde en fait d'opportunités en termes d'exploitation d'énergie fossile bon marché, malgré le prix du pétrole à la pompe. Et dans ce cadre-là, on a des réserves extrêmement importantes, donc de pétrole, de gaz conventionnel, non conventionnel, et également de charbon, pour plusieurs siècles de consommation. Donc on estime que d'ici à la fin du siècle, on pourrait aller vers un triplement des teneurs en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et donc un réchauffement global qui pourrait être de l'ordre de 4 degrés. Avec des conséquences évidemment régionales qui seront plus importantes et indexées, pas toujours linéairement, sur l'importance du réchauffement. Alors évidemment, on a un mélange, encore une fois, d'opportunités et de vulnérabilités. Pour les zones du Grand Nord, peu densément peuplées,
où l'agriculture et l'habitabilité en hiver sont délicates, c'est plutôt une opportunité de développement. Dans d'autres secteurs, vous allez voir que la situation est un peu plus complexe. Premier aspect, la surface des continents va se réduire. Pourquoi? Parce qu'on a une augmentation de la température des océans, donc qui se dilate. On a une fonte des petits glaciers à mesure des réchauffements estivaux. Et enfin, on détecte depuis une quinzaine d'années un écoulement qui s'accélère des glaces du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest. Donc dans l'état des connaissances actuelles, si on maîtrise très vite les rejets de gaz à effet de serre, on pourrait avoir une augmentation du niveau des mers, soit sur le rythme actuel, on est sur 3 mm par an, qui pourrait doubler d'ici à la fin du siècle. Donc l'incertitude sur le scénario bas, c'est 30 à 60 cm. Sur le scénario haut, plutôt 50 à 80 cm, avec une incertitude importante sur les glaces polaires, et un rythme d'ici à 2100 qui pourrait tripler. On est aujourd'hui à 3 mm par an, il est tout à fait possible que ce soit plutôt autour de 10 mm par an. En termes de niveau des mers, les perturbations que l'on exerce, elles ont une échelle de temps longue, qui est celle de la dynamique de l'océan et des glaces. Et donc, la trajectoire sur laquelle on se place n'est pas une trajectoire sur 100 ans, mais sur plusieurs siècles. J'illustre ici les conditions exceptionnelles qui ont été enregistrées au Groenland l'été dernier. Donc ça, c'est le début de l'été, c'est un été moyen, ça fond sur les bords, c'est normal. Et l'été 2012, où on a détecté par satellite en fait une fonte ponctuelle sur quelques jours sur l'ensemble de la calotte. Nous, on terminait une opération de forage ici, 2500 mètres d'altitude, 77 degrés nord, et ça coulait partout. Ensuite, donc en ce qui concerne le changement climatique, ça n'est pas que la température qui change, bien évidemment, et on doit s'attendre à des conséquences majeures sur le cycle hydrologique. Alors la thermodynamique de base, c'est par degré de réchauffement, l'atmosphère peut contenir à peu près 7% d'humidité en plus. Mais cette humidité en plus ne va pas être répartie régulièrement. Donc on détecte déjà dans de nombreuses régions une augmentation des événements de très fortes pluies. C'est-à-dire que dans certains cas, quand il pleut des quantités beaucoup plus importantes que ce qu'on avait enregistré précédemment. Par ailleurs, en fait, la structure de l'atmosphère, elle est marquée par des cellules à 3 dimensions. Donc au niveau de l'équateur, on a de l'air chaud qui monte, et c'est alimenté par les précipitations et le dégagement de chaleur lors de la condensation. Et ensuite, on a de l'air sec qui redescend de part et d'autre de l'équateur, ce qu'on appelle la cellule de Hadley, et c'est le responsable de la bande de climat équatorial et des zones semi-désertiques de part et d'autre de l'équateur. Dans un climat plus chaud, cette cellule de Hadley devrait s'élargir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où il pleuvrait plus, là où il fait déjà un peu sec, il pleuvrait moins, pour faire vraiment très grossier. Donc des changements en fait extrêmement importants en termes de cycle hydrologique, en termes d'événements extrêmes. Je vous ai parlé des vagues de chaleur, dont on détecte déjà une augmentation. Pour le scénario de réchauffement à 4 degrés, un événement de vague de chaleur qui aujourd'hui a un temps de retour de 20 ans, c'est-à-dire la vague de chaleur qui ne se reproduit que tous les 20 ans, ce sera l'été moyen, en gros. Je vous ai donc pas encore parlé des autres conséquences, parce que la liste évidemment elle est longue, et on a toute une communauté de recherche qui essaie de décliner quels peuvent être les impacts du changement climatique sur les écosystèmes, sur les activités humaines en matière de santé. Une des conséquences des vagues de chaleur, par exemple, c'est une forte dégradation de la qualité de l'air autour des grandes villes, qui concentrent de plus en plus une partie importante de la population mondiale. Des impacts majeurs sur les écosystèmes marins, avec en particulier l'effet de l'acidification des océans, et terrestres. Et donc je vais terminer en fait avec cette réflexion de Descartes dans son discours de la méthode, qui a été un discours fondateur, je pense, pour l'histoire des sciences. Et cette phrase, se rendre comme maître et possesseur de la nature, je pense qu'elle traduit notre succès. Notre succès à améliorer la qualité de vie, la santé, l'espérance de vie, diminuer la mortalité, améliorer les rendements agricoles, les techniques de pêche, l'alimentation. Et puis, quelque part, eh bien, on touche un peu du doigt les limites de cette planète, avec une débauche d'énergie telle qu'on éclaire même la nuit. Et donc, il y a tout un groupe de réflexion qui s'est mis en place, j'ai cité le travail de Rockström, sur la notion de limite planétaire. Où est la zone, entre guillemets, sûre, la zone dans laquelle on sait qu'on peut évoluer sans conséquences négatives, et puis où sont les zones à risque?
Et donc ce groupe de réflexion a identifié donc, la question du climat et on semble déjà être dans la zone à risque. L'acidification des océans, le pH a déjà baissé, pourrait baisser d'encore 0,2 unités ce siècle. La diminution de l'ozone stratosphérique, on a agi. On a encore une diminution de la teneur en ozone stratosphérique, mais on pense qu'on pourra récupérer d'ici une cinquantaine d'années des niveaux pré-industriels. Des perturbations profondes sur le cycle de l'azote, du phosphore, la question des ressources en eau, des sols, une érosion très profonde de la biodiversité, et puis des interrogations sur l'aspect qualité de l'air, pollution chimique, dont les zones sûres ne sont pas encore quantifiées. Et donc pour finir, sur cette réflexion un peu à travers le temps, sur changement climatique et habitabilité, je pense que c'est difficile, avec notre succès de super prédateurs, de vivre sur une planète finie. Les derniers siècles, en particulier la période industrielle, c'est un lourd héritage. Un héritage en termes de bien-être humain, dans certains cas, un héritage en matière de connaissances, de technologie, mais aussi un héritage de changement climatique en partie inéluctable pour les générations à venir. C'est-à-dire qu'on les oblige, on les obligera de plus en plus à s'adapter à une cible qui évolue tout le temps, en plus de tous les autres facteurs qui demandent une adaptation. Et puis finalement, ce constat sur les limites de notre planète, ça pousse à des réactions parfois de déni, très frappantes aux États-Unis, des réactions aussi de fuite. Que pourrait-on faire? Coloniser une autre planète? Mais pour quelle partie de la population? Sur ces réactions de fuite, peut-être manipuler délibérément le climat en injectant des particules dans l'atmosphère pour imiter une éruption volcanique. Et puis si pour une raison X on arrête dans 50 ans, on arrête dans 100 ans, dans ce cas-là, le climat en 10 ans va s'ajuster aux teneurs en gaz à effet de serre qui ont encore continué à augmenter, et ce sera un réchauffement encore plus brutal. Et finalement, ces réflexions, je pense qu'elles demandent à repenser qu'est-ce que c'est que la notion de progrès dans ce siècle. Merci de votre attention.